Moi, je vais vous commencer par vous parler un peu de comment ça se passe chez Airbus au niveau de la réalité virtuelle. Donc en fait, pour nous, c'est quelque chose qui a commencé en 2019 avec un temps d'arrêt quand même important, évidemment, au moment de la crise Covid en 2020. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la reprise de ce travail entre, on va dire, mi-2023 et mi-2024. Donc en fait, ce projet pilote qui est un projet... on va dire end-to-end pour nous, donc c'est-à-dire qu'il va adresser depuis notre service Learning and Development jusqu'à nos utilisateurs finaux dans les différents domaines d'Airbus. En fait, il s'inscrit dans une stratégie globale d'utilisation de la VR pour le learning qui résulte de notre analyse en 2019 et qui a pour objectif d'adresser les besoins en fonction des contraintes, d'adresser une offre globale en fonction des contraintes et des besoins de nos différents business. Là, on va se concentrer sur la partie que l'on a appelée, un petit biais aéronautique, la classe économique, mais c'est pas péjoratif du tout. C'est pour dire qu'on a besoin de quelque chose qui soit rapide en termes de création et en termes de déploiement, pour aller évidemment jusqu'à la first class, dans lequel je vais vraiment reproduire une gestuelle en situation de travail. Donc ce travail, en fait, comme je vous le disais, on l'a engagé l'année dernière pour le terminer en 2023 pour le terminer en mars de l'année dernière. Et en fait, on a travaillé avec la société Uptail parce que leur solution répondait à nos deux objectifs pour ce travail. Le premier objectif que vous voyez au tout début, c'était de fournir à nos experts techniques, qui ne sont pas des experts pédagogiques, une plateforme de création d'outils simples d'utilisation. Et le deuxième objectif, c'était que, une fois que le contenu est créé, il soit disponible pour notre population au travers de notre LMS, donc directement, et en ayant un déploiement multi-support, que ce soit PC, téléphone, et évidemment on a aussi testé les casques de réalité virtuelle, sachant que le passage à l'échelle, on l'a vu dans les autres présentations de l'après-midi, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les entreprises au niveau des casques de VR. Ce pilote, pour qu'il soit complet, en fait, on a voulu travailler sur la mesure de valeur, et pour ça, en fait, on a travaillé avec Artimon Perspective, qui est une spin-off d'un laboratoire de recherche qui nous a accompagnés en fait pour mesurer la valeur. Et en fait, on a regardé côté développement et côté déploiement. Donc, si je résume, côté développement, ce qui était important, c'était que pour les personnes qui ont créé le contenu, il faut bien définir les rôles et responsabilités de chacun entre eux et les services learning et développement des ressources humaines, et les accompagner avec du feedback récurrent. Et pour le déploiement, c'est-à-dire les réponses que nous ont apportées les utilisateurs finaux, ce qui était très important, ce qui apportait beaucoup de valeur, c'était le fait de coupler l'immersivité et l'interactivité. En gros, si je fais de l'immersivité mais que je reste spectateur de mon contenu, ça n'a aucun intérêt. Voici quelques modules qui ont été déployés. Donc on a couvert en fait des sujets hard skills et des sujets soft skills, parce que justement on a eu la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut traiter avec ce type de technologie. Et nous, notre parti pris, c'était vraiment de dire ce n'est pas uniquement que des sujets techniques, ça peut être aussi des sujets plutôt soft skills. Ici, vous avez du management de risque et des audits interviews. Je crois qu'il y a une vidéo après. Je passe la main à Tienne de Uptail. Merci Florent. Alors, est-ce que la vidéo va se déclencher? Parfait. Donc, vous allez pouvoir voir quelques extraits justement des expériences qui ont été créées dans le cadre de ce pilote. Donc, je vais vous laisser juste profiter du temps. Et on a le temps. Donc là, vous avez un exemple d'exercice qui a été fait, une expérience qui a été créée directement par une personne de Airbus qui a été formée, et vraiment sur des chasses au risque à l'intérieur d'un avion. Lors de la conception d'un avion, on doit éviter de conserver des objets.
Et donc, il y a eu des expériences qui ont été plus soft skills. Comment est-ce que je conduis un audit d'interview, comment est-ce que je vais gérer correctement une gestion de crise, etc. etc. Vous avez pas mal vraiment un panel de sujets vraiment assez large, justement pour voir l'intérêt de l'immersif dans l'organisation. Là, vous avez l'expérience sur la gestion de crise. Voilà. C'était vraiment des petits extraits pour montrer un petit peu les choses. Moi, ce que je vais appuyer un petit peu sur le point, donc juste très rapidement, donc moi je fais partie d'Uptail. Uptail, on est donc une entreprise EdTech qui existe depuis 7 ans. Et donc maintenant, on travaille à peu près avec 80% du CAC 40. Et avec le temps, ça nous a permis de voir quelles étaient les bonnes clés pour faire un pilote d'immersive learning qui servira à un déploiement à l'échelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Parce qu'on en a vu plein des pilotes VR de tous les côtés. On l'a vu ces dernières années, il y a eu des moments où la VR c'était partout, mais on fait un beau pilote, 10 personnes l'ont vu dans l'organisation, personne ne l'utilise après à l'intérieur et après c'est fini. Donc non, un bon pilote en réalité virtuelle ou que ce soit sur toute technologie immersive doit vraiment être pensé à différents points clés. Premier point clé, vous devez vraiment penser à mobiliser les équipes opérationnelles. C'est hyper important d'identifier des champions au sein de votre organisation, des gens qui ont l'appétence pour la technologie, qui ont une envie de développer ce type de technologie. Il faut bien entendu impliquer les équipes de formation le plus tôt possible, les sensibiliser à ce que c'est, pas juste un gadget. La VR, c'est pas juste un gadget, ça a un véritable impact d'un point de vue formation, d'un point de vue apprentissage. Donc les sensibiliser aux avantages, les former, les acculturer aux technologies et aux possibilités de la technologie. Et enfin, grâce aux équipes opérationnelles, on peut identifier beaucoup plus facilement les premiers cas d'usage qui auront le plus d'impact et qui seront le plus intéressants dans le cadre d'un pilote. Ensuite, deuxième point, la notion de préparer l'environnement technique. Parce qu'encore une fois, vous faites un beau pilote VR, il y a 10 personnes qui l'ont vu, vous l'avez testé sur une journée de démo avec 5 casques en VR, super, il y a 10 personnes qui l'ont vu. Mais après, comment on fait pour que le maximum de personnes, pour que toute l'organisation puisse en bénéficier? Eh bien, dès le départ, il faut penser tout de suite à impliquer les équipes techniques au sein de votre organisation, les DSI, les IT, réfléchir aux contraintes et anticiper les contraintes qui permettent un déploiement à l'échelle. Ce déploiement à l'échelle, ça va passer peut-être par la mise en place d'un single sign-on pour faciliter l'authentification. Et c'est pour ça que le pilote d'Airbus est exemplaire sur cette partie-là. Dès le départ, on a réfléchi à cette notion, ok, comment je fais pour m'intégrer dans le LMS, qui est le LMS de Airbus, pour qu'ensuite je puisse faire du déploiement à l'échelle de ce type d'expérience. Donc c'est hyper important d'y penser dès le départ. Et après, vous avez la notion du hardware. Quand on pense réalité virtuelle, malheureusement, beaucoup de gens pensent que réalité virtuelle, c'est du matériel très cher, très coûteux. Le matériel VR a mis du temps à maturer. Il est beaucoup plus mature maintenant. On peut trouver des gammes de casques de plein de prix différents. Nous, on a l'avantage au niveau d'Uptail, c'est qu'on marche sur n'importe quel type de support, que ce soit casque de VR, smartphone, tablette, ordinateur, ce qui a été intéressant aussi pour tous nos clients. Mais justement, il faut le réfléchir par rapport aux contraintes logistiques que vous avez et par rapport aux besoins du terrain que vous allez avoir. Ensuite, c'est très important dans un pilote de bien penser, bien entendu, et c'est le nerf de la guerre, l'argent. Bien entendu. Donc, bien définir quels sont les indicateurs de performance que vous allez vouloir suivre et le retour sur investissement que vous allez vouloir avoir par rapport à l'utilisation de la modalité. Donc, fixez dès le départ des indicateurs d'efficacité sur votre pilote, pensez au ROI que vous allez avoir sur les sujets que vous allez choisir et convaincre vos sponsors et convaincre votre direction de l'intérêt stratégique d'utiliser ce type de modalité par le biais du cas d'usage que vous allez choisir et donc en montrant un véritable impact. Et c'est là que j'arrive au dernier point, qui est un des points certainement les plus importants. Les cas d'usage et l'ingénierie pédagogique. Dans le cadre du pilote de Airbus, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont choisi plusieurs cas d'usage, autant du hard skill que du soft skill. Ils ont autant voulu être accompagnés dans la création que créés par eux-mêmes. Donc il y avait un panel qui était très large et donc qui rendait les choses beaucoup plus intéressantes afin d'éveiller l'intérêt, tout simplement, de trouver ces cas d'usage à fort impact qui vont dire que ok, l'immersif, c'est bien, il nous le faut. Et donc,
c'est pas le tout de créer ces expériences. Il faut les faire tester, avoir un panel. Et en effet, tout ce qui a été fait avec Artimon sur les enquêtes qui ont été faites, et donc qui, je crois, les résultats sortent cet été, sont très intéressants sur vraiment, sur ce panel d'utilisateurs, comment est-ce qu'ils ont vu la modalité, comment ils l'ont utilisé et tout. Et bien entendu, et c'est un dernier point, et c'est ce qui va me permettre de passer après la main à mes collègues juste à côté, mais l'ingénierie pédagogique adaptée à l'immersif, c'est pas la même chose que l'ingénierie pédagogique adaptée à un module 2D ou à un PowerPoint. Il faut s'entourer des experts pour ça, il faut se renseigner sur cette partie-là pour obtenir quelque chose de véritablement impactant. Je vais juste terminer ma partie, je vais pas rester très longtemps sur cette partie-là, mais juste pour vous dire que je ne vous raconte pas ça juste parce qu'on a fait plein de pilotes. Je vous raconte ça parce que on a beaucoup de clients qui ont du ROI, qui ont des indicateurs, qui ont suivi, qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Et on est sur plein de secteurs différents. La réalité virtuelle peut servir dans plein de secteurs différents, peut servir pour plein de cas d'usage différents. Il y en a certains où c'est pas intéressant du tout. Ce qui est intéressant ici, je vais juste m'arrêter sur quelques chiffres. Mais par exemple, Michelin est un cas très intéressant d'entreprise auto-apprenante où vous avez plus d'une centaine de créateurs. Et les créateurs d'expériences de réalité virtuelle, ce sont des gens qui travaillent sur des lignes de production. C'est pas des gens de la formation. Donc ça a été pensé pour ça. Mais à côté, vous avez énormément chez Stellantis 50% d'économie pour tout ce qui est sur le coût de formation par apprenant. Vous avez de la réduction du temps de formation. Vous avez des KPI et des ROI sur tous les éléments liés à la formation digitale qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, le but c'est pas de rester longtemps. Prenez une photo si vous voulez. Mais le point qui est important, c'était le dernier point que je vous ai dit avant. L'important, c'est d'avoir une bonne ingénierie pédagogique et d'utiliser correctement l'immersif dans les éléments, et donc de s'entourer des bons experts, comme par exemple Quark, qui peut vraiment vous accompagner sur cette partie-là. Merci Tienne. Bonjour, donc avec Nathalie Pinault, je représente Quark, qui est une EdTech et un cabinet de conseil justement en ingénierie pédagogique avec des experts. Et donc nous étions en recherche d'une technologie qui soit satisfaisante pour la VR. Donc on a cherché pendant un petit moment et puis il y a à peu près un an, on s'est rencontrés donc avec les équipes d'Uptail. On s'est parlé et on s'est plu. Et donc, ça nous a permis d'aboutir à un partenariat qui fait qu'aujourd'hui, nous prenons en charge, quand on a un client qui est intéressé par de la VR, toute la partie ingénierie pédagogique avec les équipes dédiées pour monter ces modules. Et donc, Nathalie va pouvoir vous expliquer un petit peu le process, comment ça se passe quand on veut faire un module VR, qui sont les interlocuteurs, quelles sont les questions à se poser et quel va être le processus jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire le module VR qui sera ensuite joué sur la plateforme d'Uptail. Donc déjà, on va choisir, tout le pôle d'ingénierie pédagogique va choisir le sujet. Soit on va utiliser un segment d'un module existant sur étagère et on va choisir une mise en pratique. C'est très important que ce soit une mise en pratique, une expérimentation pour la VR, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc on ne fera pas de la VR pour faire de la VR. On sera vigilant sur le choix de ces sujets. On va utiliser des bonnes pratiques. Là, je vous en ai mis 4. Donc on sera sur une pédagogie inductive, car celle-ci, comme chacun sait, met l'apprenant au cœur du sujet. Il sera totalement actif dans la réalité virtuelle. Il sera quasi dans une réalité, donc il pourra mettre en place tous ces nouveaux savoirs sur la réalité virtuelle. Il va falloir se poser les bonnes questions. Bon, quand on est en ingénierie pédagogique, on se pose toujours des questions. Il va falloir trouver les bons objectifs pédagogiques liés à la VR qui vont être différents de ceux du module en question. L'immersif, c'est un créateur d'émotions. Donc, il va falloir penser à ces leviers pédagogiques-là dans la scénarisation. Les effets de surprise, de réflexion, de curiosité. Est-ce que c'est assez fun, etc. Et puis, on a 3 types de scénarios engagés que Uptail a aussi bien utilisés. Soyez le héros, soyez prêt ou soyez partout. Donc, ça veut dire c'est enquêter, résoudre des problématiques et être prêt à tout type de situation. Bien sûr, ces scénarios peuvent être hybridés selon le rythme du scénario en question. Et puis, on vous a préparé 8 étapes indispensables pour qu'on construise avec vous, si jamais vous voulez vous lancer dans la VR, vous aussi,
des étapes indispensables pour une réalité virtuelle réussie. Donc déjà, on va passer par la création d'un storyboard qui va contenir la scénarisation, le rythme, le pourcentage d'interactivité. On va valider chacune des séquences dans le rythme de la scénarisation. On va aussi avoir des volontés de graphisme, de lignes conductrices visuelles qui seront ensuite créées par notre équipe de production en interne. On a un studio de création, des motion designers, des graphistes. Donc en gros, on a besoin de deux types d'équipes, équipe pédagogique et équipe production. Et les équipes production vont tourner les visuels en 360. Et avec ces visuels-là, on va pouvoir bien utiliser notre scénario du storyboard et intégrer tout ça dans la plateforme Uptail. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et peut-être vous avez des questions. En termes de déploiement, vous avez un petit peu développé, parce que c'est vrai que c'est une technologie 360 degrés, le nombre de casques nécessaires et de sessions. Dans le cadre du pilote, on a vraiment voulu tester les deux technologies de déploiement, donc sur PC et sur casque. Donc sur casque, en fait, on a fait une 30aine de sessions et on avait pour ça, on avait 7 casques en fait pour faire ces sessions-là. Donc on regroupait les personnes dans des salles et on leur proposait des casques. Après sur PC, donc en fait là c'est à la demande, hein, en fait c'est directement via le LMS et c'est ce qui nous a permis de passer environ 300 utilisateurs. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à la fin du pilote, en fait, au travers de la plateforme Uptail, il y a une fonctionnalité qui permet d'extraire le contenu avec un certain format, le format SCORM, ce qui nous permet après de n'avoir pas perdu ce qu'on a fait durant le pilote. On l'a réimporté dans notre version du LMS en production, c'est-à-dire que tout le monde peut voir les contenus qu'on en a fait, même si on a fini le pilote malheureusement avec Uptail. Par curiosité, c'est quel LMS chez vous? C'est Cornerstone. Cornerstone. Je vais rajouter un peu quelques parties sur le déploiement. En effet, la plateforme Uptail, on a passé beaucoup d'années à réfléchir justement aux fonctionnalités qui permettent le déploiement à l'échelle. Donc c'est pour ça qu'on peut... Alors nous, on est juste fournisseur de la technologie, c'est-à-dire que nous, on fournit la plateforme qui vous permet de créer, qui permet aussi ce déploiement avec tout un écosystème d'applications qui va être présent dans tous les appareils, hein, sur tous les devices, tablettes, smartphones, ordinateurs et casques de réalité virtuelle. Et l'idée aussi, c'est on a intégré beaucoup de fonctionnalités, même de gestion de casques, de gestion de flotte, pour pouvoir aider les formateurs à animer leurs sessions VR, etc., etc. Donc toute cette partie déploiement, elle est très importante et elle est très personnalisée en fait en fonction des contraintes que vous avez. L'intérêt encore une fois d'utiliser une technologie qui de base est plutôt simple, du 360, pas de la 3D, c'est vraiment de permettre ce déploiement à l'échelle. Et on a pensé à toute cette partie-là, et ça fait un moment qu'on a pensé à cette partie-là, parce que sinon, techniquement parlant, en fait, vous ne pouvez pas utiliser une expérience si jamais la majorité des personnes ne peuvent pas le faire. Donc c'est très important d'y réfléchir. Chez Airbus, en effet, il y a eu des choix de casques qui ont été faits. Suite au pilote, on a également l'entité d'Airbus Atlantique qui s'est déployée aussi là-dessus et qui est aussi en train de réfléchir à quel modèle de casque ils vont prendre. Tout ça, en fait, ce sont des éléments sur lesquels on peut vous accompagner, que ce soit nous, que ce soit Quark. On peut vraiment vous accompagner sur la réflexion sur quel sera le meilleur hardware, quel sera le meilleur scénario de déploiement, parce que ça ne sert à rien de juste créer l'expérience si vous ne l'utilisez pas. Pour nous, c'est très important de pouvoir utiliser la VR de façon responsive et de pouvoir l'avoir sur casque et sur LMS, sur web, etc. C'était très important pour nous d'avoir ces deux fonctionnalités. Oui, simplement pour compléter ce que tu étais en train de dire, une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé à Uptail, c'est le fait que ce soit accessible, parce que la VR, ça a souvent été perçu comme quelque chose d'un peu élitiste, alors qu'en fait, là, on a une solution qui est véritablement accessible. Donc, effectivement, c'est important d'investir dans des casques pour avoir pleinement le côté immersif. Mais par contre, on peut imaginer pour un petit OF que c'est possible aussi de faire de la VR sur son PC et puis peut-être d'investir dans 1 ou 2 casques et puis de tourner par rapport à sa cohorte, que certains puissent bénéficier de l'expérience complète à certains moments et puis de pouvoir quand même suivre l'expérience sur PC
si c'est une question de moyens, si c'est le point bloquant. Est-ce qu'il y avait des personnes qui supportaient bien l'usage du casque ou plutôt des personnes qui supportaient mal l'usage du casque? Est-ce qu'il y a eu des exemples de ce type? Alors en fait, nous, dès le départ aussi, quand on a travaillé avec Uptail, on a pris le parti de utiliser leur technologie de manière à reproduire des situations où on est soit assis, donc on n'a pas à se déplacer, soit on va aller d'une pièce à une autre, mais c'est en fait, il y a des portes et on va d'une pièce à une autre sans avoir à se déplacer. Donc on a... Et quand on a fait des sessions avec les casques, on a bien insisté sur ces points-là, sur le fait que sans se déplacer, normalement, il n'y a pas de problème de décalage entre ce que voit le cerveau et ce que voient les yeux. Tout à fait. Et après, évidemment, la capacité de la solution à être déployée sur casque et sur PC permet d'éviter ça. Les personnes qui sont vraiment réticentes, ou qui ont, par exemple, il y avait les personnes avec des lunettes qui nous disaient que c'était problématique pour eux. Voilà, celles-là l'ont vu en PC sans problème. Il y a une maturité aussi dans le développement des solutions. Donc la 360 degrés, elle n'est pas perturbante quand on est assis et qu'on est dans le réel, finalement, dans un virtuel réel. Les simulations, il faut vraiment faire attention, quoi. Nous, on avait donné un sujet à un stagiaire, c'est donner le mal de mer le plus rapidement possible une fois qu'on a mis le casque. Et c'était très facile, hein. On était dans une espèce de cylindre qui tournait. Il y avait des... Donc voilà. Donc il faut absolument faire très attention. Et ça, généralement, tous les acteurs de la production de simulation en tiennent compte. Juste pour ajouter sur cette partie-là, bien entendu, vous avez 10% à peu près de la population qui est atteinte de motion sickness. Personnellement, je suis une personne qui suis très malade en VR. C'est triste, c'est mon métier. Pourtant, je fais beaucoup de VR quand même, parce que je vais pouvoir faire des choses où je vais me téléporter, où je vais pas me déplacer, où le monde entier ne va pas se déplacer. Et nous, on va conseiller nos clients en fonction des cas d'usage, bien entendu. C'est aussi une notion de durée, tout simplement, de charge cognitive pour un apprenant. C'est-à-dire qu'on ne va jamais préconiser de faire un module VR qui va dépasser les 20 minutes. Parce que ça ne sert à rien de rester trop longtemps à l'intérieur. Et même sur un e-learning classique, on ne le ferait pas. Mais l'intérêt qu'on ait fait, nous, le choix des technologies 360 et également de la mixed reality maintenant, c'est justement cette notion, ça marche partout. Donc même les gens qui sont malades, même l'expérience sur smartphone, tablette est hyper intéressante, notamment sur des lignes de production ou en extérieur, parce que vous avez tout ce côté comme de la réalité augmentée, mais moins le côté je vais me sentir malade sur tout ça.